Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui nous avons le plaisir de débattre du thème de l'urgence climatique avec deux expertes, Madame Mélanie Vogel et Madame Élise Macarato. Bienvenue. Donc, Madame Vogel, vous avez été diplômée de Sciences Po Toulouse, Sciences Po Paris et du Collège de Bruges. Vous avez ensuite travaillé au Chili pour Amnesty International, puis à Toronto dans un centre d'études et de droit consacré à l'environnement. Vous avez occupé un poste de coordinatrice de projet à la Maison de l'Europe, puis avez dirigé en 2014 la campagne du Parti écologiste dans les élections européennes. Vous avez d'ailleurs été candidate en 2019. Ensuite, en 2021, vous avez été élue sénatrice et ensuite, en 2022, coprésidente du Parti Vert européen. Quant à vous, Madame Macarato, vous êtes diplômée d'une licence de sciences politiques et d'un master en journalisme politique et communication à Sciences Po Aix. Vous avez travaillé en tant qu'attachée de presse et ensuite avez voyagé en 2017. Vous avez occupé plusieurs postes au sein de la société UpCoop et avez également œuvré pour la mise en œuvre de programmes durables au sein de multiples associations. Vous avez d'ailleurs cofondé votre association IBOU, qui vise à regrouper des acteurs du changement écologique. Et enfin, depuis janvier 2021, vous êtes responsable climat et sécurité chez Oxfam et avez notamment œuvré pour la grande affaire du siècle, dont nous aurons sûrement l'occasion de rediscuter. Et du coup, cette conférence, qui est la dernière de cette semaine pour vous, elle va s'intéresser à l'Union européenne face à l'urgence climatique. L'urgence climatique dans toutes ses facettes, on en sera vraiment large et on va prendre beaucoup de vos questions en deuxième partie. Donc vous pouvez déjà les préparer. Et on va commencer avec une première question, peut-être parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir des cours sur le climat, la biodiversité et ces enjeux-là, même si vous êtes évidemment très intéressés par ça. Donc selon vous, mesdames, quelle est aujourd'hui la situation en termes de climat, d'environnement, de biodiversité à laquelle on doit faire face Bonjour. Merci pour l'invitation et bravo pour l'organisation de la semaine et de cette conférence sur ce sujet qui, je sais, intéresse, peut-être inquiète ou en tout cas intrigue beaucoup d'entre vous. Alors la question est très large, donc pour ne pas monopoliser la parole très longtemps, je ne vais pas rentrer dans le détail de quelle est la situation climatique aujourd'hui et de l'atteinte des limites planétaires, parce qu'effectivement ça mériterait une conférence en soi, voire même des cours, et je sais que vous y êtes attachés et que vous y travaillez. Mais pour aller de façon plus concrète, je vais vous expliquer, moi effectivement je suis responsable de campagne chez Oxfam, et je vais vous expliquer pourquoi nous on travaille sur ces sujets-là. Oxfam, c'est une ONG qui œuvre pour réduire les inégalités partout dans le monde. Donc, à la base, ce n'est pas une ONG qui travaille sur les questions climatiques et d'atteinte des limites planétaires. On a des programmes humanitaires, on a des programmes d'action et d'aide aux populations dans beaucoup de pays du monde, et aussi des programmes de plaidoyer de campagne, dans l'idée de se dire, en fait, on va agir sur les problèmes, mais aussi sur la cause des problèmes, des inégalités partout dans le monde. Et en fait, ça fait une quinzaine d'années qu'on travaille de plus en plus sur les questions climat. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la question du dérèglement climatique, elle vient percuter la question des inégalités, plus globalement les questions sociales. Pour deux raisons. Tout simplement parce qu'il y a une inégalité de plus en plus flagrante dans la responsabilité face au dérèglement climatique, mais aussi dans l'impact du dérèglement climatique sur les populations. Alors sur la responsabilité, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont les pays les plus riches, les plus prospères dans le monde qui historiquement sont très émetteurs de CO2 depuis la révolution industrielle, donc qui ont construit leur prospérité, ce qu'on appelle aujourd'hui croissance, prospérité, question qui pourrait être débattue, mais ce ne sera pas le cas là maintenant, qui ont construit en tout cas leur solidité économique sur des économies très carbonées. Donc il y a cette responsabilité historique et puis il y a cette responsabilité actuelle. Aujourd'hui, pour prendre juste un chiffre, les pays du G20, donc les 20 pays les plus riches dans le monde, sont responsables de 80% des émissions de CO2.
Et si on regarde au niveau individuel, les 10% des personnes les plus riches au monde sont responsables de 50% des émissions de CO2, tandis que les 50% les plus pauvres, donc c'est quand même beaucoup de l'humanité, sont responsables seulement de 7%. Donc c'est juste quelques chiffres, il y a plein de manières de calculer l'impact carbone, et il y a aussi plein d'autres paramètres, je ne vous parle pas de la biodiversité, de l'atteinte d'autres limites planétaires comme les cycles de l'eau, etc. Mais en tout cas, il y a une inégalité dans la responsabilité face au dérèglement climatique. Et ça se ressent aujourd'hui beaucoup, notamment dans les négociations internationales, dans les COP, dans d'autres lieux de négociations internationales, où il y a vraiment une défiance entre des populations plus précaires et des populations plus riches, plus prospères face à cette responsabilité. Que ce soit entre des pays riches et des pays pauvres, mais aussi au sein des mêmes pays, au sein des pays du Sud par exemple, mais aussi par exemple si on regarde chez nous, en Europe, en France, où les populations les plus précaires sont moins émettrices de CO2. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elles consomment moins. Elles consomment moins de produits et de services, elles consomment moins de voyages, de produits de tous les jours. Donc voilà, il y a cette inégalité-là. Et la deuxième inégalité dont je vous parlais, c'est celle face aux conséquences du dérèglement climatique. Là aussi, ce sont les populations les plus vulnérables qui sont percutées de plein fouet par ces conséquences-là. Alors les conséquences du dérèglement climatique, ça peut être des événements climatiques extrêmes. Maintenant, on a tous et toutes en tête les feux, les méga-feux, les inondations, les canicules, etc. Mais ça peut aussi être des conséquences sur le moyen long terme. Je pense aux sécheresses. En ce moment, la sécheresse dans la Corne de l'Afrique, ou en Afrique de l'Ouest, la Somalie, où on a des sécheresses historiques, la pire sécheresse depuis les 50 dernières années au moins, et donc qui vont avoir des conséquences directes sur les populations. Et pourquoi est-ce que je parle d'inégalité ? C'est parce que ces populations plus vulnérables vont avoir moins de capacité d'adaptation. Tout simplement, moins de ressources financières, moins d'accès aux terres, moins d'accès à la connaissance, et donc une difficulté plus grande à s'adapter, que ce soit pour réduire les émissions de CO2, mais aussi à s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique qui sont déjà là. Et là encore, idem, au sein de même pays, ça va être les populations les plus vulnérables qui sont le plus impactées. En France, par exemple, on a toute la question de la pollution atmosphérique qui touche beaucoup plus les quartiers populaires qui sont proches des voies rapides, ou des quartiers où sont construites des usines de produits chimiques, ou certains quartiers, communes plus rurales, avec des pollutions des sols extrêmement graves. Je pense spécifiquement en Bretagne, par exemple, avec les pollutions azotées. Enfin bref, je ne vais pas vous dresser un tableau trop dramatique de la situation, mais en tout cas, voilà la raison pour laquelle nous, on va travailler sur ces questions de climat et d'atteinte des limites planétaires, parce qu'en fait, les conséquences du dérèglement climatique, c'est quoi ? Ça va être d'impacter nos systèmes sociaux, notre organisation sociale, et de désorganiser en fait cette organisation sociale partout où on soit dans le monde, de façon différenciée entre les personnes. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et je répondrai après à une question, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'effectivement, je ne veux pas trop vous déprimer, mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle il est important d'en discuter aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous êtes là et nous, chez Oxfam, on se mobilise. On pourra discuter après de comment, qu'est-ce qu'on fait face à cette réalité qui aujourd'hui est notre quotidien. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et bravo d'organiser cette conférence et cette semaine entière, si j'ai bien compris, sur l'Europe et en particulier discuter aujourd'hui de l'urgence climatique. Pour répondre rapidement à la question « on en est où ?», c'est chaud, voilà. Juste pour information, voilà, c'est la merde. Il faut se le dire, on est dans une situation où on a pris, vous le savez, au moment de la ratification de l'accord de Paris, un engagement au niveau international de faire tout ce qu'il faut
pour ne pas atteindre plus de 1,5 degré de réchauffement de la planète. Et depuis la signature de l'accord de Paris, les politiques publiques qui sont menées, en particulier dans les pays les plus riches qui sont les plus émetteurs, et y compris en France, ne permettent pas tout simplement de respecter l'accord de Paris, qui est un engagement que nous avons pris avec nous-mêmes. Donc nous ne sommes pas en train de respecter les règles que nous nous sommes nous-mêmes fixées. Et la dernière COP a démontré, puisque c'était le moment où les États devaient donner au niveau national la manière dont ils allaient parvenir à réduire leurs émissions de sorte à ne pas dépasser les 1,5 degrés, eh bien si tout simplement, scientifiquement, si on fait le calcul de ce que chaque État fait, on est à au moins plus 3,7%. C'est 3,7 degrés, c'est comme ça. Donc la situation, elle est dramatique. Et le GIEC nous dit, alors maintenant ça doit faire 2 ans et demi, on a 2 ans et demi pour bifurquer, pour prendre le chemin vers un monde qui permettrait de maintenir une planète habitable pour les humains. Et si on ne prend pas les bonnes décisions maintenant, on va vers un monde de chaos. Je suis désolée de le dire comme ça, mais je pense qu'il faut, il faut affronter cette réalité. Les personnes qui, alors pas vous, hein, nous, moi, les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, je ne suis pas au pouvoir, mais je suis parlementaire, donc je vote les lois quand même, mais qui prenons des décisions politiques aujourd'hui, sont les personnes qui vont garantir ou ne pas garantir qu'on vive dans un monde, dans une planète habitable. Et comme le disait Élise, et c'est tout à fait juste, c'est pas que la planète va devenir, si on ne prend pas les bonnes décisions, c'est pas que la planète va devenir inhabitable soudainement un jour pour tout le monde, c'est un impact différencié parmi la population mondiale et au sein de chaque État parmi sa population. Et en premier, et c'est le cas pour toutes les conséquences du changement climatique, que ce soit la canicule, que ce soit le froid, que ce soit la mauvaise alimentation, que ce soit les pollutions chimiques, la pollution de l'air, etc., c'est en premier les populations les plus vulnérables qui souffrent déjà de la crise climatique et qui en souffriront encore plus demain. Une deuxième chose, c'est que, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, dans le dernier rapport du GIEC, on en est, moi quand j'avais votre âge, les rapports du GIEC c'était comment faire pour que la crise climatique n'advienne pas. On n'en est malheureusement plus à ce stade aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les rapports du GIEC, c'est en fait, il y a des crises, des impacts qui ne sont plus réversibles. C'est déjà le cas. Et donc, on doit mettre en œuvre aujourd'hui des politiques d'adaptation à certains changements. Il y a certains changements qu'on peut encore éviter, et puis il y a des changements qu'on ne peut plus éviter et auxquels on doit s'adapter. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête psychologiquement. On n'est plus au stade où la crise est quelque chose, d'une éventualité terrible de l'avenir. On est déjà rentré dans le début de la crise, avec malgré tout, et c'est quand même ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'avec malgré tout encore des leviers pour ne pas aller dans le mur. On n'est pas obligé d'aller dans le mur. On peut ne pas aller dans le mur. On a toute la meilleure connaissance scientifique du monde sur l'état de la crise, pourquoi, où est-ce qu'on émet le plus, qu'est-ce qui pollue le plus, et comment faire avec différents scénarios, parce qu'il n'y a pas une solution pour résoudre la crise climatique, il y en a plein, et c'est des choix politiques après. Mais on a toute la connaissance du monde pour le faire. Ce qui manque, heureusement, il n'y a que besoin de volonté politique. Bon, malheureusement, il y a quand même besoin de volonté politique. C'est toujours ça un peu le problème. Mais voilà, donc on est à un moment charnière. Pour ce qui est de... est-ce qu'on est en train de répondre ou pas, comment, et où on en est du point de vue des décisions qui sont prises. Je crois qu'il faut avoir conscience, en tout cas au niveau de l'Union européenne, qu'on est dans un moment de bascule, particulièrement expliqué par le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui peut nous amener, je pense vraiment, dans un sens comme dans le sens opposé. Avec l'arrivée de la guerre, on se retrouve dans une situation très particulière qui a aussi été un moment
très particulier pour les écologistes qui disent depuis des décennies que la dépendance au gaz russe est un problème pour la sécurité mondiale et pour la protection de nos valeurs européennes, que la dépendance aux fossiles est un facteur de chaos et de conflit au niveau international. Et puis là, la guerre éclate et soudainement, tout ce qu'on avait dit, et je ne veux pas dire vous l'avez bien dit, etc., parce que je sais que ça ne marche jamais, mais bon, on l'avait quand même bien dit. Mais soudainement, le truc est là. En fait, soudainement, cette idée que les énergies renouvelables, c'est la paix, que sortir des fossiles, c'est permettre la paix, soudainement, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de très concret, c'est sous nos yeux. Et soudainement, les politiques écologistes, par exemple de réduction de notre consommation d'énergie, la sobriété, etc., qui étaient perçues pendant longtemps, à la fois comme des contraintes et comme voilà, les écologistes veulent nous empêcher de vivre, etc. Soudainement, ces politiques deviennent presque des armes de guerre en faveur de la paix, c'est-à-dire soudainement réduire notre impact carbone, c'est pas seulement réduire la crise climatique, c'est aussi potentiellement permettre que la guerre s'arrête. Et ça, c'est un moment qui est historique, qui est très particulier, où finalement l'écologie devient le chemin concret et crédible pour arriver à la paix. En même temps, donc ça c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que, il y a 5 ans, quand on a une sobriété, je veux dire, dans les autres partis politiques, personne ne voulait en entendre, même pas à gauche, parce qu'il y a quand même toujours cet imaginaire de, quelque part, on a construit les politiques sociales avec l'idée qu'il fallait produire de plus en plus, parce qu'en produisant de plus en plus, on aurait de plus en plus à partager, et que c'était ça, les politiques sociales, c'était faire de la croissance, parce que plus on a de PIB, plus on a de trucs, et plus on a de trucs, plus on peut en donner aux gens. Bon. Donc c'était toujours très difficile pour les écologistes de porter le fait que la sobriété, le ralentissement, c'était une voie d'émancipation sociale, puisque dans le logiciel politique, y compris de la gauche au sens très large, ça percutait l'idée de redistribution, parce qu'il y a cette idée que pour redistribuer, il faut des richesses, donc il faut de plus en plus de richesses, etc. Et donc, on est dans un moment où, je pense, on a une opportunité très particulière, parce qu'il n'y a plus que les écologistes qui disent il faut des renouvelables, il faut la sobriété, etc. Ça devient le pragmatisme radical d'aujourd'hui que de réduire nos émissions et notre consommation d'énergie et notre dépendance au gaz russe, etc. etc. En même temps, on est dans un moment charnière où on voit que une partie du champ politique, des conservateurs aux libéraux, en passant par leurs différents amis, dans un certain nombre de pays de l'Union européenne et au Parlement européen aussi, construisent des alliances avec l'extrême droite pour des politiques climaticides. Et en fait, on est un peu, je crois, au moment où l'histoire va s'écrire d'un côté ou de l'autre, en particulier aux prochaines élections européennes, parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez dû voir, mais peut-être pas, mais il y a aujourd'hui une attaque de la droite au niveau européen pour contrer le Green Deal, le Fit for 55, tout ça, au motif que, maintenant, comme il y a la guerre, donc c'est l'argument inverse, comme il y a la guerre, on ne peut pas tout faire en même temps, donc il faut ralentir un peu le Green Deal, tout ça. Et en fait, je crois qu'il est important de se rendre compte que tout ce qu'on a malgré tout commencé à obtenir et l'élargissement en tout cas de la bataille culturelle autour du fait qu'il y a un problème et qu'il faut le régler, etc., ça peut être perdu aux prochaines élections européennes si on se retrouve avec une majorité qui se construit autour de la droite et de l'extrême droite, comme c'est le cas en Italie, comme c'est le cas en Suède, comme j'espère ça ne va pas être le cas en Espagne, mais parce qu'il faut avoir conscience que ces gens-là, quand ils arrivent au pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est revenir sur les politiques climatiques. Et donc voilà, je crois qu'on est vraiment dans un moment de bascule. J'imagine que la plupart d'entre vous
pourront voter l'année prochaine. Je ne vous dis pas de voter pour les écologistes, hein, mais je crois que voilà, si on arrive aux prochaines élections européennes à avoir une majorité politique en Europe pour des politiques sociales, climatiques, démocratiques, on peut profiter du moment de bascule géopolitique pour mener les bonnes politiques. Au contraire, si on a une victoire des conservateurs qui sont en train de s'allier avec l'extrême droite, eh ben là, les amis, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire. Voilà. Merci beaucoup pour l'exposé de cette situation. Malgré tout, vous êtes engagé dans des groupes en faveur de la protection de l'environnement. Et donc la question serait avec quels acteurs interagissez-vous et quels sont vos moyens d'action pour lutter pour la protection de l'environnement? Oui, c'est vrai que c'est pas parce que le constat est alarmant qu'il faut rien faire. Au contraire, moi je sais que c'est quelque chose qui me donne vraiment plutôt l'envie d'agir le plus possible, le plus rapidement possible avec les bons acteurs. Souvent on me demande, mais alors, qui doit faire quelque chose? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est le voisin? Etc. Cette question, elle a plusieurs réponses. Nous, chez Oxfam, on pense qu'il y a différents types d'acteurs à mobiliser pour, en gros, faire face à la crise climatique. Il y a les acteurs, on va dire, étatiques, administratifs, le pouvoir politique. Il y a les acteurs économiques et il y a les acteurs aussi, les individus, puisqu'on peut tous et toutes prendre part à cette grande transformation. Je vais juste vous donner quelques exemples. En fait, quand on parle de l'individu, et là c'est arrivé récemment beaucoup avec notamment tout ce qui est le retour en grâce de la sobriété, en tout cas d'une certaine vision de la sobriété. Qu'est-ce que la sobriété? Est-ce que c'est la sobriété individuelle, comme ça nous est pas mal vendu en ce moment, laisser son chauffage, etc. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est transformer nos modes de production et de consommation? Effectivement, c'est tout ça. En fait, chacun a un pouvoir d'action, mais dans un cadre donné. En tant qu'individu, en fait, on est assez contraint dans nos choix, dans notre liberté d'action, puisqu'on est dans un système économique, on est dans un système politique. On peut faire des trucs, mais dans ce cadre-là. Donc, nous, on pense beaucoup que en fait, l'action individuelle et l'action collective, l'action systémique, elles vont de pair. Donc, c'est pour ça que je vous parlais de ces trois catégories d'acteurs. Et nous, chez Oxfam, on agit, on essaye de faire bouger ces trois catégories d'acteurs pour enclencher des transformations. Sur le côté acteur étatique, acteur institutionnel, comme vous le disiez tout à l'heure, nous on a engagé avec d'autres ONG l'affaire du siècle. Donc on a en 2018 attaqué l'État en justice pour non-respect de ses propres objectifs climatiques. Comme le disait Mélanie, en fait c'est des objectifs qu'on s'est nous-mêmes fixés. L'affaire du siècle, en gros, c'est des ONG qui demandent que la France respecte la réglementation qu'elle s'est elle-même fixée, donc pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40%, une réglementation qui est déjà obsolète par rapport à la réglementation européenne, mais on va dire ça c'est encore un autre sujet. Donc c'est une action en justice qui dure depuis 4 ans, qui va continuer encore parce que c'est le temps juridique et que c'est assez long. Donc ça c'est assez frustrant. Quand il y a un peu une incohérence entre ce timing juridique qui est extrêmement long et puis l'urgence climatique qu'on voit au quotidien. Mais en tout cas, c'est une des actions qu'on peut mener, c'est de dire, en fait, il y a des règles. Les règles, on ne les a pas fixées pour faire plaisir à des personnes, mais c'est juste, le but, c'est de garder une planète vivable pour toutes et tous. Donc ça, c'est voilà, un type d'action qu'on peut mener. Donc là, dans quelques semaines, avec les autres organisations, on va retourner devant les tribunaux pour reconstater une nouvelle fois que l'État français ne respecte pas ses propres règles en termes de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et demander des astreintes financières, donc une amende en gros, pour que ces règles soient respectées et faire en sorte qu'il y ait des véritables changements politiques. On ne pense pas que ce soit le seul levier. En fait, nous, chez Oxfam, et de manière générale dans la société civile, le levier juridique, c'est pas un levier qu'on utilise de façon fréquente, de façon naturelle, parce que en fait, ça ne devrait pas être
à la justice de dire à l'État de respecter la loi. En fait, il y a une loi et elle devrait être respectée. Et voilà. Donc c'est presque superflu. Mais bon, on est dans une situation où, en fait, un peu face à la situation qu'on vient de décrire, ben, on agit un peu tous azimuts. On se dit, bon, bah vas-y, on peut faire ça. Le levier juridique, on l'a pas encore tenté. Bah vas-y, on y va, on voit ce que ça donne. Et au niveau européen, on voit que ça. Donc, nous, quand on a lancé l'affaire de siècle en 2018, c'était vraiment très innovant. Il y avait juste les Pays-Bas. Nous, c'est inspiré de nos collègues des Amis de la Terre aux Pays-Bas qui avaient mené la même chose. Aujourd'hui, il y a plusieurs actions de ce type qui ont lieu dans d'autres pays de l'Union européenne. Au Portugal, par exemple, il y a 35 Youth for Climate, donc 35 jeunes portugais qui ont attaqué leur État pour inaction climatique. En Suisse également, enfin dans d'autres pays. D'ailleurs, il y a une session de la Cour européenne des droits humains, donc ici à Strasbourg, fin mars, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais il y a une audience de différentes actions de justice climatique. Donc on voit que ça bouge, ça fait bouger des choses. Après, il n'y a pas que ce levier-là, par exemple sur les acteurs institutionnels, les acteurs étatiques, les collectivités. Nous, chez Oxfam, on travaille beaucoup avec les collectivités locales, parce que c'est aussi un des acteurs de transformation face à la crise climatique. Donc on va discuter avec ces collectivités de façon très concrète. En ce moment, on travaille sur la décarbonation de leurs actifs financiers. Donc, ça peut paraître un peu de techos comme ça, mais en fait c'est une part très importante, en tout cas c'est un axe important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est le poids carbone des actifs financiers, donc de l'argent qu'on a en compte. Il se trouve que les collectivités, comme toutes les grosses organisations, elles brassent pas mal d'argent. Et donc cet argent, il est quelque part. Elles ne font souvent pas trop gaffe, à part en termes de rendement, mais sur quel est son impact sur la crise climatique. Donc nous, on va faire du travail de plaidoyer, donc aller voir les collectivités, celles qui ont envie de bouger, qui ont envie de faire les choses bien. Personne ne se dit jamais, notamment dans les collectivités, tiens, je vais placer mon argent à un endroit bien sale où ça va bien financer les énergies fossiles. On se dit pas ça, il n'y a pas d'intérêt à faire ça. Donc, on fait un travail un peu de dentelle, de maillage. On va voir les collectivités, on leur explique, voilà, c'est ça le problème, vous avez ça comme solution, vous pourriez bouger de telle banque à telle banque. Ça va en gros pas impacter vos politiques publiques, et par contre ça peut décarboner vos actifs financiers. Donc ça c'est un autre levier qu'on utilise, donc du plaidoyer très local, très concret auprès d'acteurs de collectivités. Donc je vous donne ces deux exemples, c'est de cette façon qu'on essaye de faire bouger les acteurs étatiques. Parce que en fait l'État, le national, le supranational, il a vraiment une responsabilité de cadrage, de réglementation. Comme le disait Mélanie, aujourd'hui, on a en fait les clés pour faire face à la crise climatique. En fait, je pense au rapport du GIEC, mais il y a plein d'autres rapports de plein d'autres organisations qui nous disent dans tel secteur, il y a ça et ça comme option. Il y a des scénarios, en termes d'énergie, en termes de transport, en termes d'agriculture, il y a plein d'options qui sont sur la table. Donc aujourd'hui, il y a des options, il faut s'en saisir et apporter des transformations. C'est dans cette situation qu'on est aujourd'hui. Donc l'État, le législateur a cette responsabilité de fixer un cap, un cadrage face à la crise climatique. Le deuxième acteur qu'on essaye de faire bouger, c'est l'acteur économique, donc en gros les entreprises. Parce que c'est le système économique dans lequel on est aujourd'hui, le système de production et de consommation, de surproduction et de surconsommation, dans lequel on est aujourd'hui, dans cette logique de toujours produire plus, toujours consommer plus, et donc toujours dérégler de plus en plus les écosystèmes, qui nous met face au mur aujourd'hui. Donc il y a vraiment une responsabilité des acteurs économiques. Nous, on travaille avec notamment les grandes entreprises, les multinationales, parce que c'est les acteurs qui ont le plus de pouvoir de transformation. C'est-à-dire qu'il y a des changements dans les politiques, dans les politiques économiques, dans les plans stratégiques de ces grandes entreprises. Déjà, l'impact est plus fort, mais en plus, en fait, elles ont aussi un effet
d'entraînement, puisque beaucoup d'autres entreprises vont être leurs sous-traitants ou vont s'aligner sur des standards qui sont dictés par les plus grosses entreprises. Donc très concrètement, par exemple, nous on étudie l'empreinte carbone des grandes entreprises, on leur dit bah là, désolé les gars, vous êtes à 4,5, ou là vous êtes à 3, ou des fois on peut aussi dire bah, cette entreprise-là, elle est effectivement alignée sur l'accord de Paris, donc preuve que c'est possible, il y en a qui peuvent se bouger, donc c'est possible. Concrètement, là, on discute, je reviens sur l'histoire des banques, on discute avec les grandes banques françaises depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années en gros, pour les mettre face à leurs responsabilités, pour transformer leurs actifs financiers. Il y en a certaines qui écoutent, c'est vrai, ça peut marcher, mais bon, quand même la plupart sont pas très intéressés par l'avenir de la planète, hein. Sans surprise, c'est pas parce qu'il y a un petit logo vert sur la pub ou que votre carte bancaire est en papier recyclé bambou que ça va changer quelque chose au placement financier. Donc bon, bah, quand le dialogue marche pas, on y va un peu plus fort. Donc là, récemment, on a aussi attaqué en justice BNP Paribas pour non-respect de son devoir de vigilance. Le devoir de vigilance, c'est une réglementation européenne. Donc nous, on s'en est saisi, on s'est dit, tiens, donc c'est en gros, ça dit que les entreprises sont responsables, redevables face à leurs actions sociales et sur les aspects sociaux et climatiques, sociaux et environnementaux. Ce qui est déjà une opportunité législative qui n'existait pas du tout auparavant. C'est vraiment une nouveauté. Donc on a choisi de s'en saisir et de dire à la BNP, on a choisi la BNP parce que c'est la pire banque en termes d'investissement dans les énergies fossiles. On lui a dit, nos avocats l'ont mis en demeure en disant bah, vous ne respectez pas votre devoir, votre responsabilité en gros face aux enjeux socio-environnementaux, puisque vous investissez dans des nouveaux projets d'énergie fossile. On ne parle même pas de ceux qui existent déjà, qui sont déjà problématiques, mais des nouveaux, là, donner de l'argent à des entreprises pour qu'elles aillent forer des nouveaux puits pétroliers, pour qu'elles aillent ouvrir des nouvelles mines de charbon. Or, ça, il y a un consensus scientifique au niveau de l'Agence internationale de l'énergie, mais aussi au niveau de l'ONU, la GIE, le GIEC, enfin bref, tout le monde. Il ne faut pas, c'est impossible de maintenir l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés, donc de rester dans l'accord de Paris, si on ouvre de nouveaux puits d'énergie fossile. En fait, c'est deux réalités qui sont incompatibles entre elles. Donc voilà, donc ça c'est une nouvelle action qu'on a menée. Vous pouvez signer la pétition d'ailleurs sur affaires-BNP si vous avez envie de vous joindre à cette action. Et puis comme, donc, voilà, c'est un exemple, mais c'est vrai que nous on pense vraiment qu'il y a le tissu économique dans lequel on est, là, c'est une réalité qui a besoin d'être transformée de façon assez radicale pour garder une planète vivable. Et dans ce contexte-là, le troisième levier, en tout cas le troisième acteur avec qui on interagit, c'est les individus, vous, moi, n'importe qui. Pourquoi ? Parce que des fois on peut se sentir un petit peu perdu, se sentir un peu petit face à tous ces grands enjeux qui nous dépassent, face à ces acteurs qui sont très gros, qui ont beaucoup de pouvoir. Mais nous, on pense que le pouvoir citoyen, c'est important, pas en éteignant son Wi-Fi ou en effaçant ses emails. On ne pense pas que c'est ça qui va transformer la société, mais en s'alliant collectivement pour, par exemple, faire du plaidoyer citoyen. Donc nous, on a des bénévoles, des groupes locaux partout en France, il y en a un à Strasbourg d'ailleurs, qui vont aller voir leurs élus par exemple pour leur demander des choses assez précises sur leur collectivité ou faire de la sensibilisation, organiser des webinaires, etc. Donc, et aussi se regrouper parce qu'en fait ça c'est quelque chose d'important face à la crise climatique. Des fois on peut être un peu angoissé, un peu paralysé et en fait se regrouper et se dire bon bah
on a tous plus ou moins envie de garder une planète vivable, là-dessus on est OK, vas-y, on va faire quelque chose ensemble, on va essayer de se regrouper et de transformer notre société plus globalement. Et il y a vraiment un lien entre l'action, on va dire, individuelle, comment moi je peux agir dans un groupe, et ce qui peut être transformé au niveau global. Donc voilà un petit peu, nous, les 3 leviers sur lesquels on agit. Je pourrais donner plein d'autres exemples, mais j'en donnerai s'il y a des questions derrière. Mais c'est vrai que sur qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, moi, ce qui me donne peut-être pas de l'espoir, mais en tout cas, ce qui me dit « Ah, c'est cool, on peut vraiment agir », c'est que, en fait, on rencontre tout le temps plein de personnes, que ce soit à niveau individuel ou dans des organisations, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de transformer le monde, et surtout, on a des recettes qui sont applicables. Donc maintenant, il faut en fait de la volonté politique, du courage politique pour les mettre en œuvre. Alors, je pense que ma réponse va être plus courte parce que pour moi c'est assez simple. Qu'est-ce que je peux faire? Voter des lois. Okay, donc ça c'est ce qu'on peut faire comme politique. Le problème c'est qu'aujourd'hui en France, en particulier pour moi parce que je suis sénatrice, donc vous n'êtes pas sans savoir que la majorité politique du Sénat en France, sur beaucoup de choses, mais aussi sur les politiques environnementales, disons, voilà, on n'a pas encore, parfois, on est un peu en 1900, je ne sais pas combien, et c'est parfois compliqué d'avoir un consensus, ne serait-ce que sur le fait qu'on est dans un état de crise qui est déjà là. Il y a 348 élus au Sénat, on est 12 écologistes, donc on a un pouvoir limité. Et donc, la première chose que vous pouvez faire, en tout cas, et je le dis vraiment parce que c'est un des points de bascule majeurs, c'est de voter. Parce que une chose qu'a dit Élise, et avec laquelle je suis totalement d'accord et qui est très important, c'est que la majeure partie de la contribution à la résolution de la crise climatique, c'est pas les petits gestes individuels. Bien sûr que les petits gestes individuels, c'est bien. C'est important et je ne dirais jamais que c'est inutile d'éteindre son wifi ou de faire pipi sous la douche ou de se brosser les dents. Ok. Mais ça, c'est vraiment une contribution, c'est une contribution, mais c'est une contribution minime à la résolution de la crise climatique. Et je ne mettrai jamais au même niveau la responsabilité des politiques, des personnes qui votent les lois, qui mettent en œuvre les politiques publiques, avec la responsabilité des citoyennes et des citoyens qui vivent dans un cadre décidé par les politiques que nous, on a votées. Et donc, je pense qu'en premier lieu, c'est notre responsabilité collective comme élus, comme gouvernants, de répondre de mettre en place des solutions qu'encore une fois, on connaît. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme au début de la crise Covid, où on a un virus et on se dit « Oh mon Dieu, et on n'a pas le vaccin, on va chercher le vaccin. » Et là, je veux dire, on sait très bien ce que c'est cette crise et on connaît très bien les solutions. Certes, on peut discuter de quelles solutions exactement, notamment, je ne sais pas, sur le mix énergétique, il y a différents scénarios, il y a beaucoup de débats sur le nucléaire, est-ce qu'il faut qu'il fasse partie ou pas du mix énergétique, machin. Mais parmi les différents scénarios, on peut choisir, et c'est des scénarios qui sont faisables. Et donc, nous, on doit avoir la responsabilité de le faire. Et comme citoyen, vous avez la responsabilité de voter pour envoyer des gens qui vous voulez, mais des gens dont vous considérez qu'ils vont appliquer un programme qui est de nature à résoudre la crise. Et je dis ça parce que je pense qu'on est à un moment dans la jeunesse qui se mobilise sur les questions climatiques, parfois de désespoir et de colère, qui je pense augmente beaucoup et que je comprends très bien. On a eu en 2019 ce qu'on a appelé la vague verte, donc voilà, et notamment pour les écologistes au niveau européen, ça a été le moment où ça nous a permis d'avoir le plus gros groupe qu'on ait jamais eu au Parlement européen, ce qui a permis, je pense vraiment, même si on reste un petit groupe, ce qui a permis de changer certaines politiques, ce qui a permis que la Commission européenne dise il faut qu'on fasse le Green Deal, parce que au-delà du fait qu'on n'était pas un groupe majoritaire, il y avait eu dans la société un mouvement de fond qui montrait que les citoyennes et les citoyens voulaient des politiques écologistes. Le problème, c'est que depuis 2019,
en fait, on n'a pas résolu le problème. On n'a pas répondu à cette demande. Collectivement, je veux dire, voilà, et encore une fois, 12 sur 348, voilà. Et donc, moi, ce que je ressens aussi dans une partie de la jeunesse qui se mobilise, c'est, parce qu'il s'est passé 4 ans, c'est une forme de... En fait, est-ce que ça marche vraiment la démocratie ? Est-ce qu'en fait, vous allez vraiment répondre aux problèmes ? Est-ce que vous allez mettre en œuvre des solutions ? Et donc, est-ce que ça sert à quelque chose qu'on vote ? Et en fait, moi, je comprends je suis souvent interrogée là-dessus et sur les actions de désobéissance civile. Et vous savez, comme politique, on vous demande toujours, ouais, mais est-ce que vous êtes d'accord avec le fait ? Parce que quand même, c'est illégal ce qu'ils ont fait, ils ont mis de la peinture, et puis c'est quand même. Après, il faut les nettoyer, c'est pas sympa pour les gens qui nettoient, etc. Bon. Et en fait, moi, je dis toujours, ouais, ok, mais en fait, qu'est-ce qui est le plus scandaleux ? Est-ce que c'est la peinture lancée sur la porte d'un ministère, ou est-ce que c'est le fait qu'on est 577 députés, 348 sénateurs, on n'est pas foutus de voter des lois qui permettent de respecter nos propres engagements ? Je veux dire, qu'est-ce qui est le plus scandaleux ? Et en fait, le problème, c'est qu'il faut que vous arriviez à mettre au pouvoir des gens qui vont voter les bonnes lois. Je veux dire, c'est un peu basique, mais c'est la clé. Et ça, c'est possible. On n'a juste pas une majorité aujourd'hui, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale, qui veut faire ça. Voilà. Et donc, voilà, il faut se mobiliser pour envoyer des gens qui veulent changer ça, et il y en a. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on n'est pas du côté donc, des personnes qui prennent les décisions, qui votent les lois, etc., qu'est-ce qu'on peut faire et quel rôle on peut avoir. Et moi, je vais juste dire que je pense que les mouvements climat et plus largement toutes les personnes qui se mobilisent et qui nous interpellent, nous au sens large, les élus, je pense qu'on en a toujours énormément besoin, y compris, et je parle du point de vue, en France les écologistes ne sont pas au pouvoir, mais il y a des pays au niveau européen où les écologistes sont au pouvoir. Alors dans des gouvernements où ils sont minoritaires, etc., mais malgré tout ils sont au pouvoir. Et puis on a en France les mairies écologistes, etc. Et parfois il y a un petit malaise avec le fait que malgré tout, en fait il y a des écologistes qui arrivent au pouvoir, puis il y a toujours des associations, des mouvements climat qui vont les faire chier. En fait c'est très bien, il faut le faire. Parce qu'en fait on peut pas avancer, en fait le pouvoir ne s'exerce bien qu'avec des contre-pouvoirs. Y compris des contre-pouvoirs qui sont vos potes. Y compris des contre-pouvoirs avec lesquels vous avez milité vous-même. Vous êtes allé faire des manifs avec eux. Vous étiez peut-être dans une association même avant d'être élu. Puis soudainement, ils viennent vous voir et ils vous disent attendez, c'est pas du tout assez ambitieux, etc. Et parfois, c'est violent comme écologiste. C'est pas sympa d'avoir ces potes qui viennent vous dire là, ça va pas ce que vous faites. Mais moi, je pense que c'est indispensable et qu'on en a besoin. On en a absolument besoin. Donc, choisissez la voie que vous voulez. Peut-être que vous voudrez. Faire de la politique, être élu, voter des lois, peut-être que vous voudrez vous engager dans des associations, peut-être que vous voudrez travailler dans des entreprises pour participer à ce qu'elles modifient leurs activités, etc. J'ai envie de dire, faites ce que vous voulez, parce qu'en fait, tout ça ce sont différents maillons d'une même chaîne, peu importe là où vous êtes, on a tous besoin les uns des autres, parce que tout ça est un système, on est tous imbriqués les uns avec les autres. Et en tout cas, voilà, je donne un message pour dire qu'en tant qu'élu écologiste, moi j'ai besoin d'avoir des gens qui critiquent les écologistes en leur disant allez plus loin, faites mieux, parce qu'en fait sinon, voilà, on s'assoit sur nos lauriers et on avance pas. Alors merci beaucoup pour ces réponses. J'avais dit à la salle qu'on dégagerait un temps assez large pour les questions, parce que je sais que ça vous intéresse, donc on va se mettre à prendre des questions. Ah, on avait plus. D'abord, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Moi, je vais poser 2 questions à vous, si ça ne vous gêne pas. Déjà, je vais vous demander pourquoi aujourd'hui, pour vous, c'est pertinent et même essentiel d'allier la protection de la nature avec le féminisme. Et enfin, vous l'avez nommé, Madame Mirato, le système économique qui est en cause. Selon vous, pensez-vous que la seule alternative possible aujourd'hui est un scénario de décroissance, et j'irais même plus loin, un scénario avec un système anticapitaliste? C'est marrant de considérer qu'anticapitaliste, ça va plus loin que la décroissance. Mais bon, intéressant.
Est-ce qu'on prend plusieurs questions ou... Ouais, on va en prendre 3. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est vraiment super intéressant de parler de l'écologie à Sciences Po. Vous avez parlé de l'importance des politiques d'adaptation pour parvenir à un meilleur monde, entre guillemets, où du coup le réchauffement climatique diminue. Est-ce qu'il, du coup, ça va un peu en lien avec la question d'Anaïs, est-ce qu'il ne faut pas remettre en question les instances politiques qui prennent des décisions, puisqu'on voit bien que, comme vous l'avez dit, c'est un peu la merde, et qu'on a aussi un président qui dit qui aurait pu prédire le réchauffement climatique. Donc ma question est la suivante, comment faire bouger les choses et parvenir à des réelles prises de décision de la part du gouvernement, mais aussi des partis politiques, des collectivités locales, etc. Parce qu'en vous écoutant, on voit bien qu'il y a énormément de liens entre le réchauffement climatique, la lutte sociale ou encore la lutte féministe, du coup. Et en fait, on n'arrive pas à avancer à travers des instances gouvernementales, etc. Donc comment faire? Parce que vous avez dit faites mieux, mais techniquement ça vaut pas. C'est lié à moi. Donc, bonjour aussi, encore une fois, merci beaucoup de votre présence et de la manière dont vous avez répondu aux questions, on est très très clair. Vous avez beaucoup parlé de responsabilité des individus dans leur action quotidienne, également de l'État et des entreprises avec le devoir de vigilance. Et c'est sur ce dernier point que j'aimerais revenir. Donc, il y a eu une enquête ouverte contre Total pour pratiques commerciales trompeuses, pour ce qui concerne la stratégie de greenwashing, qui ouvre peut-être la pierre angulaire pour la reconnaissance de la responsabilité climatique d'entreprises privées. Il y a la question de la transparence des émissions. Aujourd'hui, la prise en compte des émissions indirectes est basée sur le volontariat. Or, ça ne reflète absolument pas la réalité de l'empreinte carbone si on ne prend pas en compte ça. Il y a ensuite aussi la mise en place d'objectifs de réduction de l'empreinte qui est parfaitement facultative. Mais vous l'avez dit, dans notre système économique aujourd'hui, la coopération et l'engagement du secteur privé est essentiel. Donc comment est-ce que nous, on peut se projeter sur le très très court terme sur la question de la responsabilité climatique des entreprises privées? Voilà, merci. Ok, je vais, comme je n'ai pas de papier pour noter, je vais répondre à ce dont je me souviens. Alors, la question sur le lien entre le féminisme et la justice climatique, si je résume. Alors, moi je suis membre d'un parti qui se dit écoféministe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère qu'il y a un lien entre le système capitaliste d'exploitation à la fois de surexploitation des ressources naturelles et des individus et le système patriarcal d'exploitation des femmes. Et qu'on entend, en tant que parti politique, lutter contre les deux à la fois, qui parfois se rejoignent dans une même réalité, et c'est quand on regarde au prisme du genre la question climatique, eh bien, voilà, on se rend compte statistiquement que les hommes émettent plus de CO2, que les secteurs d'activité économique à prédominance masculine sont les plus émetteurs, etc. etc. Et donc, être écoféministe, c'est vouloir, au fond, lutter contre le système d'exploitation de ces trois choses en même temps, des ressources naturelles, des humains, des plus vulnérables, et des femmes. Et de considérer que ça fait système tout ça. Néanmoins, je pense que le patriarcat et la domination masculine en général, elle pourrait tout à fait exister dans un système qui serait plus capitaliste. Et donc il faut quand même avoir en tête que nous, ce qu'on veut quand on dit qu'on est écoféministe, c'est arriver dans un monde où on n'est plus de capitalisme dans le sens d'exploitation, de surexploitation, et qu'on n'est plus de sexisme. Mais en fait, la domination patriarcale, elle a existé avant l'ère industrielle, elle a existé depuis des millénaires, et je pense qu'elle pourrait exister dans un monde qui serait sorti du capitalisme et du dogme de la croissance. Et donc, nous, on les lie parce qu'on veut un monde qui soit libéré des deux, mais vous dites pas que, en gros, il suffit d'en enlever un pour enlever l'autre aussi.
La post-croissance, alors, ouais, je disais, c'est marrant de dire qu'anticapitalisme, ça va plus loin que décroissance, parce que moi j'ai toujours l'impression que quand on dit décroissance, voilà, on touche, mais parce qu'on touche à un mythe aussi. Faut savoir que nos sociétés, malgré tout, sont fondées, alors le système économique, mais aussi l'imaginaire collectif, depuis les 30 Glorieuses, est construit autour du fait que la croissance, c'est ce qui amène la prospérité, c'est ce qui amène le bonheur. Et donc c'est compliqué de se détacher d'un point de vue représentation mentale du dogme de la croissance. Moi, je pense que, en fait, j'utilise le terme qui marche le mieux en fonction de l'interlocuteur ou l'interlocutrice que j'ai en face de moi. Je sais que le terme décroissance, ça fait parfois c'est compliqué à utiliser, parce que quand vous parlez à des gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures et à donner à bouffer à leurs gosses, et que vous leur dites qu'il faut décroître, ils vous regardent genre... Voilà. Donc ça dépend dans quel contexte on parle. Moi, ce que je pense est vraiment important, c'est de sortir de l'idée qu'il faut mesurer la croissance comme étant un indicateur qui permette de savoir si la société va bien ou pas. Et les écologistes, on a beaucoup travaillé sur de nouveaux indicateurs pour avoir autre chose que le PIB comme étant l'indicateur de est-ce qu'on va bien ou pas. Notamment le taux d'inégalité, enfin bref, tout un tas d'indicateurs et les indicateurs environnementaux, les indicateurs de bien-être, pour pouvoir mesurer si une société va bien ou pas. Parce qu'en fait, la croissance, en fait, je pense que c'est en soi un indicateur qui n'est pas bon. On s'en fout en fait de la croissance. Enfin, je veux dire, c'est pas intéressant de savoir est-ce qu'on a augmenté le PIB ou pas si on ne sait pas quelles activités ont fait augmenter ce PIB. Est-ce que c'est parce qu'on a mieux payé les profs et que ça fait du PIB, ou est-ce que c'est parce qu'on a surinvesti dans des exploitations gazières et qu'on a des inégalités croissantes. Donc en fait, voilà, moi je pense qu'il faut juste sortir de ces indicateurs et en regarder d'autres. Je suis désolée, je me suis C'était là-dessus que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ouais, non, mais oui, faites mieux, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que... C'était en gros, comment est-ce qu'on peut vraiment réagir quand on voit qu'il y a un gouvernement qui n'agit pas globalement, surtout quand on voit que la lutte sociale et économiste aussi, il n'y a pas de réponse. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Est-ce que c'est nécessaire de parler de politique du gouvernement quand on voit qu'en fait ça va pas bouger? Est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà du coup des instances gouvernementales? Aller au-delà de... Des instances gouvernementales. Ouais. Bah alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Il faut de la mobilisation citoyenne, il faut des luttes citoyennes, il faut des luttes sur le terrain, contre des grands projets inutiles, etc. On a besoin de ça, parce qu'en fait, il faut quand même se dire, le gouvernement, les élus, les politiques en général, c'est pas une bulle qui est comme ça au-dessus de la société et puis qui prend des décisions, voilà. Je crois profondément, et c'est le cas par exemple de la victoire qu'on a eue, ça n'a rien à voir, mais ça a quelque chose à voir sur l'importance de la mobilisation, sur l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. C'est un truc qu'on peut faire que parce qu'il y a dans la rue des mouvements féministes qui ne lâchent rien. Les élus, en fait, tout seuls, voilà, on n'engrange pas de progrès s'il n'y a pas le mouvement social qui pousse de notre côté. Donc ça, c'est très important de se mobiliser, parce que c'est grâce à la mobilisation qu'on met la pression sur le gouvernement qui est aujourd'hui celui qui est là. Voilà. J'aimerais bien en changer, mais là, aujourd'hui, bon, on a celui-là, et donc vous n'avez pas le choix quelque part que de mettre la pression sur celui-là. Et moi, je crois profondément, en fait, que la mobilisation, ça sert à quelque chose. C'est pas... Voilà, faut pas se dire que parce qu'aujourd'hui, il y a une majorité qui n'est pas une majorité en faveur du climat en France, que, on peut rien faire, on verra dans 4 ans. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai, et c'est le cas de la mobilisation sur les retraites en ce moment, mais les mobilisations, ça marche. Il y a des projets qui s'arrêtent parce qu'il y a des mobilisations, il y a des lois qui sont abandonnées parce qu'il y a de la mobilisation. Ça marche, la mobilisation. Après, je crois aussi profondément qu'il faut quand même des institutions. Qu'il faut quand même garder confiance dans la démocratie,
Parce qu'en fait, je pense qu'au-delà du fait que je suis convaincue qu'on peut mener des bonnes politiques si on a les bonnes personnes qui sont élues, le risque à se dire bon, de toute façon, franchement, ça sert à rien, ils sont incapables de mener les bonnes politiques, donc soit je vote plus, soit je m'engage même dans des mouvements qui veulent déstabiliser les démocraties parce que, en fait, peut-être qu'il faut la révolution, mettre à plat les institutions, ça ne marche pas en soi. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le risque qui existe entre, le lien qu'il y a entre la fragilisation de la démocratie et la fragilisation des politiques climatiques et sociales. C'est dans les régimes les moins démocratiques, où il y a le moins de droits, où il y a le moins de liberté de la presse, de liberté d'association, de liberté de manifestation, de droit de grève, etc., qu'on peut mener les politiques les pires en matière climatique. Donc moi je pense que faut tenir les deux bouts. Là, les prochaines élections, c'est les européennes, après il y a les municipales, après il y a les présidentielles. Là aujourd'hui, demain il n'y a pas d'élection, il faut faire avec ce qu'on a, donc il faut se mobiliser. Et ensuite, vraiment, je ne dis pas parce que je suis parlementaire, je pourrais faire autre chose dans ma vie, mais je crois vraiment que voter et mettre au pouvoir des gens qui vont résoudre les problèmes, c'est la clé. Et que se dire, bon, en fait, je crois plus en la démocratie représentative parce qu'ils n'y arrivent pas, c'est une impasse parce que les régimes non démocratiques sont les pires en termes climatiques et sociaux. Et juste, je voulais dire une chose sur, parce que j'ai dit faites mieux, je parlais de nous, de moi, les écologistes, parce qu'il y a des gens qui votent et puis il y a des gens qui sont élus, et je pense qu'on a une responsabilité comme écologiste, c'est pas... je veux dire, il faut qu'on se pose la question pourquoi le niveau de conscience collective augmente tellement dans la population et quelque part, il y a des gens qui votent pour les écologistes, mais en tout cas pas assez pour faire la bascule et pour avoir une majorité en faveur du climat et de la justice sociale. Voilà, c'est quand même un problème, donc ce problème il se pose à nous. Et je pense que les écologistes ont plein de défauts, et qu'on doit corriger. Et je crois aussi qu'il y a quelque chose qui tient au fait que la création des mouvements d'écologie politique, donc des personnes qui croyaient qu'il fallait des écologistes au pouvoir et pas seulement dans les mobilisations citoyennes, elle date d'un moment où la crise n'était pas visible. Et donc on a passé des décennies à dire ne faites pas ça, machin, parce que dans 40 ans, si on n'a rien fait, eh bien il y aura une crise. Et ça, en fait, c'est super compliqué. C'est super compliqué de façon générale, et c'est un peu le paradoxe des politiques de prévention en général, c'est que c'est compliqué de faire adhérer les gens à de la prévention et de leur montrer que ça marche, parce qu'en fait, la prévention, quand ça marche, ça se voit pas. Le médecin, le bon médecin, qui vous a soigné toute votre vie et qui a permis que vous ne soyez jamais malade, en fait, ça se voit pas. En fait, vous n'avez jamais eu de problème. Et donc, c'est le paradoxe, c'est un paradoxe essentiel sur la prévention, qui est l'idée de base de l'écologie politique, c'est-à-dire ne faisons pas ce qui va nous amener à la catastrophe, construisons au contraire un monde qui nous permette de rester dans un monde habitable. Mais on l'a dit il y a 40 ans, où les gens ne voyaient pas de quoi on parlait. Et c'est toujours compliqué de prôner la prévention quand les gens ne voient pas le problème. Là, les gens voient le problème. Et donc je pense que c'est aussi à nous, je dis nous les écologistes qui sommes investis dans les partis, etc., d'avoir un discours d'avoir un discours différent sur les solutions concrètes de maintenant, parce que je pense qu'on a une opportunité. Moi j'aurais voulu qu'on ne soit jamais à ce stade. J'aurais voulu qu'il y a 40 ans on prenne les bonnes décisions et qu'on ne soit pas en face du mur la main. Mais je sais aussi que souvent c'est compliqué pour les gens de réagir avant d'avoir le mur vraiment visible en face d'eux. Et donc je pense que là il peut se jouer un truc, paradoxalement, parce que la crise est là, on a peut-être plus de capacité à mobiliser les gens pour faire, pour éviter le mur. Je ne dis pas qu'on va y arriver, mais en tout cas, on est obligé d'essayer. Merci. Donc il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles tu as répondu, mais je vais essayer de compléter. D'autres trucs. Tout à fait. Je reviens sur la première question, du coup, c'est par rapport à la croissance. Effectivement, je suis
tout à fait d'accord sur le fait que en fait, la question ne devrait même plus se poser parce qu'effectivement, en fait, elle est intrinsèquement fausse, dans le sens où moi, des fois, je me force à regarder les chaînes d'infos en continu et que je vois le chiffre du PIB qui est annoncé, mais out of nowhere, comme ça, comme si c'était une réalité tangible en soi. Ce n'est pas le cas, c'est une construction mentale qu'on nous a appris depuis des décennies à identifier comme quelque chose de positif. Mais ce n'est pas une réalité tangible. C'est vraiment une vue de l'esprit. Donc la question de l'indicateur, des indicateurs plus globalement, est fondamentale. Et par ailleurs, est-ce qu'il faut aller au-delà de la croissance? Est-ce qu'il faut être décroissant? Je suis d'accord, en fait, ça pourrait être une discussion très technique. D'ailleurs, il y a beaucoup d'économistes, de scientifiques, enfin, pas que des économistes, des sociologues, enfin bref. Beaucoup d'universitaires qui travaillent sur ces questions-là d'un point de vue technique, mais en fait, si on prend que le côté technique, je pense qu'on loupe une partie de la question qui est effectivement que ça nous amène à tout un imaginaire. Effectivement, quand on parle décroissance, je suis sûre que plein de gens d'entre vous s'imaginent un gars en Sarwell en train d'élever des chèvres, alors que c'est pas du tout de ça dont on parle. C'est vraiment avec une bougie, tout à fait, ouais. En mangeant des herbes. Donc ça vient, en fait, même si on ne le fait pas exprès, ça vient raviver des imaginaires qui nous ont été inculqués depuis toujours. Donc, on ne peut pas faire comme si c'était un mot qui était neutre, c'est pas le cas. Par contre, dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de décorrélation possible entre la courbe de la croissance et la courbe des émissions de CO2, ça c'est vrai, et plus globalement la destruction du vivant. Les gens qui disent l'inverse sont soit des menteurs, soit des gens qui ne connaissent pas le sujet, du coup il faudrait mieux pas qu'ils parlent. En tout cas, ce n'est pas possible de décorréler les deux. La croissance verte n'existe pas. Ce n'est pas possible concrètement. Donc c'est ça aussi qui est un vrai changement de mentalité. Et quand on me demande, mais alors bon, si toutes les solutions sont sur la table, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, quoi? Et bien parce qu'aujourd'hui, il y a ce changement de mentalité, mais qui est radical. Peut-être que vous, qui êtes plus jeunes, qui êtes plus dans des réflexions politiques, écologiques, ou même nous qui travaillons sur ce sujet depuis quelques années, on a ça en tête, mais en fait, quand vous demandez à n'importe qui, quel que soit son niveau social, quel que soit son lieu d'habitation, on est tellement asséné toute la journée de par il n'y a pas que les médias, mais de manière générale, la culture, etc., sur le fait que la croissance est en soi positive. Mais en fait, c'est une difficulté d'aller au-delà, de changer ce modèle de pensée. C'est vraiment aller au-delà des outils. Donc il y a plusieurs façons de traiter ce problème, à part dire que c'est difficile. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même essayer d'agir dessus. Effectivement, il y a des personnes qui travaillent sur d'autres outils, d'autres indicateurs. Comment est-ce qu'on fait pour repenser différemment quels seraient les indicateurs qui nous diraient qu'une société est sur une bonne voie, qu'elle apporte de la prospérité pour tout le monde, tous les individus, le vivant plus généralement. Voilà, il y a des vraies questions là-dessus. Comment est-ce qu'on peut transformer des imaginaires et donc des choses peut-être un peu moins techniques, moins tangibles, mais qui vont venir travailler des émotions peut-être. Donc il y a pas mal de choses à faire là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une question fondamentale qui est vraiment au cœur de toutes les politiques, les programmes écologistes et de façon assez générale. Voilà, c'est un peu on touche au cœur du système. Nous, on parle de Beyond Growth, donc de post-croissance. En fait, c'est un peu l'idée de dire, en fait, ok, les gars, la croissance, c'est vraiment un truc du XXe siècle. Désolé, mais là, il faut vraiment... nous, on passe à autre chose, quoi. Si vous voulez rester dessus, c'est bien, mais vous avez loupé la marche. Donc, c'est une question importante à se poser. Du coup, ça fait le lien avec la question des indicateurs. Ah, je n'ai plus le micro. Si. Je crois qu'il y a quelqu'un qui parlait sur la question du devoir de vigilance.
Et j'ai noté le problème du reporting. Je ne sais plus quelle était la question exactement, mais en gros, oui, c'est un problème très important au niveau français, au niveau européen, au niveau international. Le fait qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui oblige une entreprise, quelle que soit sa taille, à faire un reporting sérieux sur Syscom 1, 2 et 3, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Nous, on s'en rend compte parce qu'effectivement, on fait des rapports, donc on étudie l'impact social et environnemental des entreprises. En fait, notre demande numéro 1, c'est les données. En fait, il faut que les entreprises soient obligées, et là, ça peut passer par des réglementations, ça peut passer par des lois. C'est aussi le rôle du législateur, c'est aussi le rôle des institutions nationales et supranationales de donner un cadre. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des règles de reporting en termes financiers ultra strictes? Je veux dire, tu es une entreprise, tu fais une erreur dans ton reporting financier, c'est pas possible, il y a des experts comptables, c'est hyper strict, c'est hyper codifié, etc. Sur les impacts environnementaux et sociaux, alors là, j'en parle même pas, là, c'est open bar. Ben, il y a des entreprises qui font des trucs, mais elles ne sont pas obligées, il y a plusieurs versions possibles. Donc, ça, c'est un des combats importants que nous, en tant que société civile, on mène, mais d'autres types d'acteurs mènent également, parce qu'en fait, ce qui ne se compte pas ne se voit pas. Donc, c'est nécessaire d'avoir des reportings beaucoup plus ambitieux et puis surtout beaucoup plus obligatoires, qui fassent en sorte que les acteurs économiques soient responsables de leurs actions. En fait, il n'y a aujourd'hui que dans le domaine économique où tu peux aller forer un puits de pétrole, détruire le vent. Je parle d'un puits de pétrole parce que c'est un peu le plus caricatural, mais ça peut être des choses beaucoup moins marquantes. Par exemple, dans l'agriculture, un agriculteur qui va travailler en bio, en maraîchage sur sol vivant, etc., qui va régénérer le sol de son exploitation, de sa ferme, donc qui va apporter en fait de la valeur pour la collectivité, va pas être rémunéré pour ça. La valeur de cette régénération du sol ne sera jamais comptée. Tandis que le même qui à côté fout du glyphosate, etc., et qui pourrit le sol, et donc ça détruit de la valeur commune, puisque c'est de la terre, c'est vraiment quelque chose qui est commun à tout le monde. Aujourd'hui, ça, ce n'est compté nulle part. Et donc, ça, c'est vraiment une problématique. Il y a des tentatives qui existent, il y a des organisations qui, par exemple, ont proposé la comptabilité en triple capital. On compte le capital financier, mais aussi le capital humain et le capital environnemental. Il y a plusieurs options qui sont possibles, mais il faudrait aujourd'hui que ce soit valorisé. Et quand on regarde de façon un peu plus générale, c'est aussi une des raisons qui fait que le dérèglement climatique, c'est difficile de le traiter au niveau international. Aujourd'hui, quand le Mozambique accepte qu'il y ait des pétroliers français qui viennent sur son territoire, en fait, ça va apporter du pouvoir économique, ça va apporter de l'argent dans un territoire qui n'en a pas. Tandis que ne pas utiliser ce pétrole qui est dans son sol ne rapporte rien. Et ça, c'est aujourd'hui problématique. C'est un des points dans les discussions internationales, notamment dans les COP, sur comment est-ce qu'on rémunère cette valeur, en gros, de garder ces énergies fossiles dans le sol, plus globalement, de ne pas faire de la déforestation. Comment est-ce qu'on calcule de façon financière la valeur des puits de carbone naturels, la forêt amazonienne, etc. Bref, il y a plein d'exemples, mais c'est une des clés pour en tout cas résoudre, en tout cas adresser cette question-là, notamment au niveau des acteurs économiques. Et je crois que j'ai un autre truc. Je ne m'en rappelle plus, donc je le dirai plus tard. Si, pardon, ça y est, je me rappelle.
Oui, c'était sur la croissance, l'adaptation, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour faire changer les choses. Donc, je suis très d'accord avec ce qu'a dit Mélanie sur le fait qu'il y a besoin de lutte locale, il y a besoin d'action politique, il y a besoin d'engagement politique et que ce soit... Enfin, il y a plein de façons de s'engager politiquement. Hein. Tout le monde n'est pas obligé d'être élu. Et d'ailleurs, élu, ça veut tout... ça veut dire plein de trucs différents. On peut être élu dans son conseil municipal, dans son organisation, il y a plein de façons de s'engager pour faire changer. Je pense que ce qui est important, c'est de faire changer les cadres communs. Effectivement, des fois, les luttes locales ou les luttes sur un point spécifique peuvent faire changer des cadres de réflexion, des cadres d'action. Quand je parlais tout à l'heure de l'affaire BNP Paribas, notre but, bien sûr, c'est que BNP arrête de financer des nouveaux projet d'énergie fossile. Le site, c'est de faire changer le cadre commun à l'ensemble du système bancaire. Et sur les luttes locales, souvent, on peut avoir cette dimension de transformation des cadres communs. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas? Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, il y a des organisations et des personnes qui profitent de la crise climatique. Et ça, c'est un des points bloquants majeurs. C'est-à-dire qu'il y a des organisations et des personnes qui font de l'argent sur la crise climatique. Vous avez tous vu hier 20 milliards de profits de Total, donc c'est-à-dire une entreprise qui capte l'argent public, puisque là, les super profits qui ont été réalisés récemment, c'est vraiment de la captation soit d'aide publique, soit liée à la crise de l'énergie, et qui les redistribue à ses actionnaires, tout en détruisant le vivant en parallèle. Donc, il y a des organisations, il y a des personnes dont l'intérêt est de maintenir le statu quo. Et ça, il faut aussi qu'on ait en tête, parce que des fois, notamment dans les mouvements écologistes au sens large, on peut se dire oh, tout le monde est d'accord pour plus de trains, tout le monde est d'accord pour moins de pollution, tout le monde est d'accord pour une planète plus vivable pour tous. En fait, non, il faut bien qu'on ait en tête qu'il y a des personnes, il y a des organisations dont l'intérêt est contraire à ça. Donc, ça veut dire qu'il faut se motiver, ça veut dire qu'il y a du taf et qu'on a besoin de tout le monde, chacun au niveau où il ou elle se sent utile, se sent bien pour agir, pour faire changer les choses. Alors bonjour et merci d'être là. J'aimerais vous demander votre avis sur une solution globale pour baisser les émissions de gaz à effet de serre, parce que l'essentiel des économistes ou des experts, qui soient de gauche ou de droite d'ailleurs, le disent. Si on veut agir efficacement et globalement sur toute l'économie, toute la société, il faut agir soit par les prix, soit par les quantités. Donc en fait, ça veut dire une taxe carbone ou un quota carbone individuel. Du coup, j'aimerais vous demander déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres solutions? Et ensuite, si vous êtes d'accord, qu'est-ce que vous préféreriez entre une taxe et un quota individuel? Et je parle bien des quotas individuels sur le modèle de la carte carbone qui a été proposée au Royaume-Uni dans les années 2000 et pas un quota des entreprises comme on a mis en place en Europe avec le protocole de Kyoto qui ne marche pas de toute évidence. Voilà. Vous répondez évidemment sur celle-là. Oui, je veux bien, parce que sinon après j'oublie. Pour moi, la question c'est est-ce qu'en gros on rentre par la production ou est-ce qu'on rentre par la consommation? Comme je disais tout à l'heure, en fait, le consommateur il est contraint par plein de réalités environnementales, économiques, etc. Et il a en fait un pouvoir de décision et d'action extrêmement restreint. Donc c'est pour ça que pour moi il faut attaquer le problème par la production, effectivement, et se dire comment est-ce qu'on met le système de production au service d'une économie au moins décarbonée, mais aussi positive sur le vivant, sur les cycles de l'eau, etc. Donc pour moi la réponse elle est assez claire. Le rôle du consommateur peut éventuellement être de faire pression, et encore c'est pas quelque chose qui fonctionne très bien, mais en tout cas c'est vraiment sur la production qu'il faut agir. Et sur les deux options, je pense qu'il y a, en fait, il y a plusieurs, il n'y a pas que deux options, il y a plusieurs options possibles, mais la colonne vertébrale de cette entrée par la production, c'est la responsabilité. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur, il faut compter, il faut qu'il y ait des règles qui soient les mêmes pour tous, qui soient les mêmes déjà au niveau français, au moins au niveau européen, voire au niveau international, qui responsabilisent, qui favorisent des productions décarbonées, qui fassent que les organisations économiques qui vont avoir un impact plus positif sur l'environnement soient récompensées et que celles qui ne le sont pas soient
voilà, que ce ne soit pas possible de faire cette production-là, mais en tout cas en mettant le poids sur l'autre option, donc sur le consommateur, en fait déjà c'est une approche très individuelle, c'est aussi une approche extrêmement inégale, parce que selon les situations individuelles, là je pense à la France, mais notamment au niveau international, plus on met le poids sur l'individu, plus on fait peser des inégalités, notamment des inégalités d'émissions carbone sur les individus. Et c'est ça qu'on voit avec des politiques qui ne prennent pas en compte les questions sociales et les questions d'inégalité sociale dans des politiques climatiques. En fait, on n'arrive pas à adresser le problème. Je rajoute un point, parce que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, et notamment sur le fait que, pour moi, il y a un danger. Alors, je comprends l'intérêt l'intérêt dans le message du côté individuel, c'est de pouvoir montrer qu'on n'aimait pas tous la même chose, et que les plus riches, pas que par leur comportement de consommation, mais aussi généralement parce que produisent leur capital, où est-ce qu'ils investissent, etc., polluent plus que les autres. Donc il y a un intérêt à, disons, objectiver ça pour montrer qu'on ne participe pas tous de la même manière à la crise climatique. Mais il y a un danger qui est, au fond, de faire peser la solution sur l'agrégation de comportements individuels, ce à quoi je ne crois pas. Je crois que ce qui peut permettre d'éviter la crise climatique, c'est les politiques publiques. Et donc sur la taxe carbone, les écologistes ont toujours été favorables à l'introduction d'une taxe carbone, parce que déjà ça permet de récolter des fonds pour pouvoir mener des politiques publiques, et parce qu'on considère que c'est une manière de faire payer les émissions. Cela dit, dans les deux outils que tu as proposés, c'est des outils de régulation du marché qui ne changent pas quelles activités sont autorisées ou pas autorisées, etc. Ce sont deux outils qui considèrent que si tu les prends tout seuls, et bien sûr, nous on est favorable à une taxe carbone, mais c'est pas seulement une taxe carbone, c'est aussi, on considère qu'il y a certaines activités qui devraient être juste interdites. C'est pas qu'il faut les taxer, c'est juste qu'il ne faut pas qu'elles existent. Et donc ça, je pense que c'est pour moi important aussi dans les messages, que c'est pas uniquement par une régulation du marché, en augmentant les prix avec des taxes ou en diminuant la consommation avec des quotas individuels, qu'on va résoudre le problème. Je pense qu'il y a certaines activités qui ne doivent plus être légales et qu'on doit avoir dans notre cadre légal des critères de fabrique de la loi qui font que certaines choses ne peuvent pas être autorisées. Alors, certains polluants chimiques, certaines activités qui simplement devraient être interdites, et notamment les investissements dans de nouvelles exploitations fossiles. Pour moi, c'est pas juste qu'il faut taxer les bénéfices, plus taxer les bénéfices, c'est juste qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Bonjour, alors j'aurais juste une question courte sur l'écologie et le nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez, surtout dans le cadre du plan France 2030 qui annonce la construction de nouveaux EPR? Ouais. Donc, moi je suis pour un mix énergétique 100% renouvelable. Ça c'est l'objectif. Parce que, je vois qu'il y a quelqu'un que ça rend nerveux. Voilà. Parce que les énergies renouvelables, c'est les énergies les plus sûres, les moins chères, qui nous rendent vraiment indépendants. Le nucléaire ne nous rend pas indépendants, on importe l'uranium. Et qui sont les plus pilotables de façon décentralisée. Donc, qui sont le plus appropriables par les citoyens. Après, une fois qu'on a dit ça, pour aller vers un mix 100% renouvelable, quand on part du mix aujourd'hui français, 100% de l'électricité qui vient du nucléaire, on a bien compris qu'on n'allait pas le faire demain matin. Et donc, pour moi, le plan, il est assez simple, il faut investir dans les renouvelables, faire monter en puissance les renouvelables, à la fois le solaire, l'éolien, mais aussi la biomasse, tout ce qui nous permet de mieux piloter le mix global,
et petit à petit fermer les centrales nucléaires en commençant par les plus vieilles, les plus dangereuses, pour à la fin arriver à un mix 100% renouvelable. C'est possible, il y a différents scénarios qui existent avec des vitesses différentes, etc., des mix différents entre solaire, l'éolien, la biomasse, la géothermie, l'hydraulique et tout ça. Il y a différents scénarios qui existent. Voilà, donc, et aussi différentes vitesses, parce que on peut décider de le faire très vite, de le faire plus lentement, etc. Dans tous les cas, partant de là où on en est en France, voilà, on va se le dire, c'est pas demain matin, et ça, les écologistes en sont tout à fait conscients. On n'a jamais dit qu'on allait sortir du nucléaire demain matin, parce qu'on n'est pas timbré, on sait très bien que ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut investir, entre guillemets, continuer à dépenser de l'argent, malheureusement, mais continuer à dépenser de l'argent dans le nucléaire aujourd'hui pour garantir la sécurité et la sûreté des centrales aujourd'hui. Voilà. En revanche, moi je suis totalement opposée à l'investissement dans de nouvelles infrastructures nucléaires pour plusieurs raisons. D'abord parce que je veux qu'on aille vers 100% d'énergie renouvelable et en fait, l'argent qu'on investit, on ne peut pas investir son argent deux fois. À un moment donné, il faut choisir. Voilà, on a un budget qu'on vote tous les ans et on dépense là ou là. Voilà, on ne peut pas dépenser son argent deux fois. Et donc moi, je préfère développer les renouvelables que réinvestir, réentrer, faire de nouveau entrer la France dans le nucléaire, qui en gros représente quasiment rien au niveau international de l'investissement dans les énergies, parce que je considère que c'est une énergie du passé, que ce n'est pas l'avenir, et d'ailleurs les renouvelables d'un point de vue budget public maintenant rapportent à l'État, alors que le nucléaire est un gouffre, mais bon, passons. Au-delà de ça, d'un point de vue même technique, en fait, réinvestir dans le nucléaire, donc avoir de nouvelles infrastructures, etc., ça bloque aussi le développement des énergies renouvelables. Et donc, pour moi, c'est un choix qu'il faut faire entre les deux. On ne peut pas arriver à 100% renouvelable en réinvestissant dans le nucléaire. Par contre, le temps d'en sortir, et moi je suis très radicale et pragmatique, parce que je pense que c'est la même chose, ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Enfin, l'objectif c'est qu'à la fin on en sorte. Je ne sais pas si ça va nous prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà, l'Allemagne, ils avaient beaucoup moins de nucléaire que nous, ça leur a pris 20 ans, 25 ans pour sortir de moins, donc voilà. Mais ça doit être l'objectif. Voilà. Et je peux compléter. Je dézoomerai un tout petit peu. En fait, dans tous les scénarios de neutralité carbone 2050, tous les scénarios d'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, les deux leviers indispensables à activer pour réduire sur la question énergétique, c'est réduction de la consommation, augmentation des énergies renouvelables. Tous les scénarios, que je pense à RTE, mais aussi tous les autres. Donc ça, c'est les deux points sur lesquels il faut agir pour atteindre la neutralité carbone. Après, tout le reste, en fait, nucléaire, c'est des questions périphériques. Et en France, on a cette question du nucléaire qui, pour le coup, je trouve, est aussi beaucoup plus philosophique, idéologique il y a un truc un peu de marotte très, très typique à la France. Moi, quand je discute avec mes collègues à l'international, je ne comprends pas trop pourquoi on a ce truc tellement français. Mais en tout cas, ça vient polluer le débat. Effectivement, quand on se dit le plan de transition énergétique de la France pour atteindre la neutralité carbone, c'est tout investir sur le nucléaire, du coup, les deux questions number one ne sont pas, les deux leviers number one ne sont pas activés. Donc, c'est à ça, moi, que me fait penser la question nucléaire. Pourquoi est-ce que la France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint ses objectifs de développement des ENR? C'est forcément lié à cette idéologie du nucléaire qui anime aujourd'hui, en tout cas qui drive les décisions sur ces politiques-là. Si je peux juste rajouter une chose, parce que c'est très important ce qui vient d'être dit, les scénarios
par exemple de RTE, qui disent, parce que donc il y a des scénarios qui disent 100% renouvelable et on respecte l'accord de Paris, et puis il y a aussi des scénarios, parce que c'est aussi possible de respecter l'accord de Paris avec une part de nucléaire. Mais les scénarios qui disent qu'il faut une part de nucléaire pour respecter l'accord de Paris sont des scénarios qui se basent sur un besoin en électricité et en énergie qui n'est pas le scénario que nous on souhaite de sobriété. Et c'est-à-dire que donc il faut bien avoir en tête qu'il y a un lien profond entre le mix énergétique qu'on va pouvoir avoir et globalement la réduction des besoins d'énergie. Et par exemple, quand on dit on veut une des politiques énergétiques majeures, hyper importantes, qui n'est pas une politique de mix énergétique, c'est l'investissement dans la rénovation énergétique des bâtiments. On a 5 millions, plus de 5 millions de passoires thermiques en France. Ça, c'est de l'énergie qui s'en va, comme ça on chauffe le ciel pour rien. Investir dans la rénovation thermique des bâtiments, c'est de la politique énergétique. Ça réduit la demande énergétique sans avoir d'impact sur le mix nécessairement. Mais voilà, et donc les scénarios qui nous permettent d'avoir en France 100% de renouvelables, donc d'être indépendants, etc., ce sont des scénarios qui nécessitent effectivement qu'on réduise notre consommation énergétique. Bonjour mesdames, merci d'être là avec nous aujourd'hui. J'ai deux questions aujourd'hui. J'en ai une première pour vous, madame Vogel. Au vu de ce que vous venez de répondre aussi, et surtout comme groupe écologiste au Sénat, il a finalement il y a quelques jours refusé de voter la loi concernant l'accélération des énergies renouvelables, puisqu'une fois à l'Assemblée nationale, le texte n'allait pas assez loin dans les énergies renouvelables, selon le communiqué du groupe, et justement à cause des clauses concernant le nucléaire. Mais est-ce que, moi, ma question, c'est est-ce qu'on réalise d'un point de vue vraiment concret de rejeter le nucléaire tant que cela, parce que vous avez dit vous-même qu'on ne pouvait pas en sortir du jour au lendemain, est-ce qu'on ne peut pas plutôt effectuer une réelle transition, justement pour s'en le nucléaire, pendant qu'on accroît l'énergie renouvelable? Et d'autant plus, vous venez de dire qu'il faut aller vers le renouvelable, alors pourquoi ne pas avoir voté cette loi? Et ma question, un peu en transition de la première, concerne le marché européen de l'énergie, dont le prix dépend des types de moyens de production d'électricité en France, sachant qu'on sait qu'il y a un peu plus de 72% d'électricité qui dépend du nucléaire, et moins de 15% des renouvelables, enfin 15% environ, je crois. Or, comme dit en France, il y a très peu d'énergie propre, et donc ça va peser sur le budget des producteurs, surtout l'énergie, qui selon le marché européen de l'énergie dépend en gros du type d'énergie utilisée, c'est sûr qu'en France on a beaucoup de nucléaire, et du coup on voit depuis quelques temps que ça pèse sur le budget des producteurs, je pense aux boulangers, aussi des consommateurs, comme nous étudiants qui s'assistent à l'ES, etc., qui font des rappels assez importants. Et du coup ça crée une certaine hostilité, je trouve, des gens envers ce marché européen de l'énergie qui est pourtant censé aller vers une transition énergétique, et du coup ça freine ce changement des mentalités aussi dont on parlait tout à l'heure. Du coup ma deuxième question c'est est-ce que pour vous il faut sortir du marché européen de l'énergie? Et sinon, est-ce que du coup pour vous il faut quand même aller dans le sens des derniers rapports de la Commission qui disent d'aller quand même vers une baisse quand même des prix, là il y a vraiment une trop forte augmentation. Voilà, c'est deux questions globales, merci. On va juste prendre la question de Linda également. Alors ma question est toute autre. Je me demandais, en cela que Oxfam et aussi EELV ont des impacts internationaux, si dans les réflexions de vos différentes organisations, il y avait une lecture des problèmes actuels sous le prisme décolonial, et si oui, quelle forme ça pouvait prendre. Merci. Et merci pour votre intervention. Alors, merci pour les questions. Donc, je suis assez contente de voir qu'il y a des étudiants de Sciences Po Strasbourg qui lisent les communiqués de presse du groupe écologiste au Sénat. C'est cool. Donc, au Sénat, sur la loi d'accélération des énergies renouvelables, en première lecture, on avait voté le texte. Et effectivement, nous, depuis le début, on considérait que en gros, même si ça ne va pas assez loin, tout ce qui est de nature à accélérer les renouvelables, voilà, c'est bien bon, même si ça ne va pas assez loin, on ne va pas le bloquer. De façon assez curieuse, contre-intuitive, alors qu'on pensait, en fait, nous, quand on a négocié ça, le Sénat, en fait, en termes de validation de la nécessité d'aller vers les renouvelables, c'est pas trop ça. Notamment parce que vous savez qu'au Sénat, c'est un discours qui est malheureusement extrêmement répandu et qui est très problématique. Comme il y a au Sénat une surreprésentation des zones rurales, il y a tout ce discours d'une grande partie de la droite qui consiste à dire les renouvelables, ça détruit la ruralité. Voilà, parce que les éoliennes, c'est moche.
comme si les centrales nucléaires c'était hyper beau, mais bon, bref. Et donc, tout ça pour dire qu'au Sénat, il y a quand même une forte opposition au développement des énergies renouvelables. Et malgré tout, on était arrivé à un texte où on considérait qu'on pouvait s'y associer, on l'a voté, en disant, en fait, à l'Assemblée nationale, maintenant, il faut qu'il l'améliore, mais on peut faire partie de la majorité qui veut ce texte et vous l'améliorer. En fait, de façon assez contre-intuitive, ils l'ont empiré à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle on a décidé de s'abstenir. On n'a pas voté contre. On a essayé de s'abstenir. Aussi parce que, effectivement, c'est arrivé en même temps qu'un vote au Sénat sur la loi nucléaire qui, alors, au-delà du fait qu'on est opposé au fait d'investir dans de nouvelles infrastructures nucléaires pour les raisons que j'ai indiquées, est revenu sur quelque chose de très important qui était l'objectif qu'on s'était fixé dans la loi énergie-climat d'arriver à maximum 50% de nucléaire en France, donc 50% du reste au moins renouvelable. Le Sénat en France a fait péter ce truc en disant qu'il fallait que ce soit, donc ils ont inversé la logique, il fallait que ce soit au moins 50% de nucléaire, ce qui est aberrant, totalement aberrant. On n'a aucun intérêt, je veux dire, même si on aime le nucléaire, même si on considère que c'est génial, le génie français, le nucléaire, c'est formidable, le fait de dire on veut produire au moins de temps de nucléaire, je veux dire, c'est se donner un objectif d'avoir au moins de temps de production énergétique, alors que notre objectif global doit être globalement d'essayer de réduire la consommation énergétique. Et comme il y a un lien entre les deux, il y a un lien entre le développement des énergies renouvelables et le développement du nucléaire. Parce qu'encore une fois, on peut dépenser son argent qu'une fois, et il faut bien choisir où est-ce qu'on le met. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est abstenu sur ce texte. Je te remercie de suivre avec autant de précision nos communiqués de presse, encore une fois. Et le marché européen de l'électricité. Ouais, alors pour être très honnête, c'est quelque chose qui est en discussion, pas que en France, en tout cas pour ce qui est des écologistes, au niveau du Parti vert européen, avec plusieurs avis différents. Il y a des partis écologistes qui sont plutôt en faveur d'y mettre fin. Alors pas de façon unilatérale, la France se met à, d'y mettre fin. Il y en a d'autres, comme les Allemands par exemple, qui sont plutôt favorables à maintenir ce système-là. Et donc pour être honnête, c'est des discussions qui sont en cours et qui sont pas terminées. La question d'économie. Alors, comment je peux répondre à cette question? Parce qu'elle est tellement large. Tout d'abord, c'était donc les politiques climatiques d'un point de vue décolonial. Est-ce qu'il est pris en compte par vos instances? Ouais. Alors, nos instances, je veux dire, EELV, ouais, et Oxfam. Alors, déjà, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a un lien très fort entre l'histoire de la colonisation et le système, le résultat aujourd'hui en termes de répartition des richesses dans le monde et le modèle économique qu'on a mis en place au niveau international. Il y a eu une accaparation des richesses par les empires coloniaux qui dure dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas un truc qui s'est passé à un moment donné de l'histoire, c'est un truc qui s'est passé à un moment donné de l'histoire qui a des répercussions qui ne s'arrêtent pas. Et c'est la raison pour laquelle, en tout cas, moi j'avais porté il y a 10 ans, quand je travaillais au Parlement européen, la question des réparations, parce qu'en fait, il suffit pas de dire, d'admettre ce qui s'est passé ou d'arrêter de le faire. Il y a la colonisation, elle continue d'avoir aujourd'hui des impacts à la fois sur les ressources naturelles, mais aussi sur le développement économique, les trajectoires qu'ont pris les pays qui ont subi la colonisation. Donc ça, c'est clair que, pour moi en tout cas, que ce soit sur les questions climatiques, mais plus généralement sur les rapports, sur les questions géopolitiques, c'est impossible en fait de penser des politiques internationales sans prendre en compte cette question-là. Parce que en fait, tout l'ordre,
une grande partie de l'ordre international, et en tout cas en ce qui concerne l'Union européenne et en particulier la France, est liée à l'histoire de la colonisation. Pas seulement, mais en partie. Et donc, oui, il faut le prendre en compte. Maintenant, est-ce qu'on le prend assez en compte? Moi, je vais être très honnête avec toi, je pense pas. Je pense que c'est comme si on sait qu'on doit le prendre en compte. Après, je pense qu'on n'est pas toujours les meilleurs à le faire parce que je pense qu'on doit améliorer les liens avec les mouvements qui portent ces questions-là pour qu'ils nous alertent plus souvent sur des impensés aussi. Parce que malgré tout, quand on agit politiquement en France, on est baigné par les impensés qui existent en France. Et qu'en fait, si on n'est pas. Il ne suffit pas de se dire la colonisation c'est mal, il faut décoloniser notre imaginaire et notre vie publique, etc. Si on n'est pas alerté régulièrement, je pense qu'on n'est pas assez bon à le faire. Donc je pense qu'il y a une très forte conscience du fait que c'est nécessaire. Mais comme je suis quelqu'un de très honnête, je vais dire, je pense qu'on ne le fait pas assez. Ok, alors rapidement, du coup. J'ajoute juste sur la question du décolonialisme. Moi, j'ai la chance de travailler dans une organisation qui agit dans 80 pays dans le monde. Oxfam, c'est une confédération. Donc, il n'y a pas un truc général et après, ça découle. En fait, c'est plein de pays qui se mettent ensemble. Quand on construit nos politiques, nos lignes de conduite sur plein de sujets, en fait, moi, je vais discuter avec ma collègue du Chili, ma collègue du Burkina Faso, mon collègue du Pakistan, et on voit comment est-ce qu'on peut trouver une position commune. Ce qui, souvent, est assez, pas hyper confortable intellectuellement. C'est comment que je leur dis le glyphosate c'est naze, et ils disent bah non, en fait, nous, on en a vraiment besoin. Donc, pas tous, hein, mais on peut avoir des discussions plutôt inconfortable, et je trouve que c'est super parce que effectivement ça nous oblige à repenser nos points de vue d'occidentaux privilégiés, riches en gros, du point de vue d'autres réalités, d'autres personnes. Moi j'ai des collègues dont l'objectif politique ultime est effectivement d'apporter plus de travail, plus de consommation à leur communauté locale. Donc le fait je trouve que c'est la seule façon en fait d'avoir vraiment un point de vue décolonialiste, c'est pas juste de le théoriser, c'est important de le théoriser, de le concevoir, de visualiser, comme le disait Mélanie, les conséquences actuelles du colonialisme dans les systèmes politiques. Je pense là notamment au système de pouvoir, notamment dans les discussions internationales, je pense au COP. Je pense à toute la question des pertes et dommages, des compensations climatiques. Aujourd'hui, pourquoi les pays du G20 c'est les plus gros émetteurs? C'est pas juste parce que pourquoi on a produit plus au XXe siècle, parce qu'on avait un système colonial qui accaparait la richesse dans les colonies. Donc voilà, il y a une dimension théorique, mais il y a aussi une dimension très concrète qui fait que pour avoir une pensée décoloniale, il faut le faire avec les populations concernées, et ça c'est hyper important. Et notamment, il y a un autre point aussi, c'est tout ce qui est le néocolonialisme capitaliste. Je pense notamment aux grandes entreprises, notamment aux géants pétroliers français, parce que c'est les plus connus, mais il y a tous. Il y a pas longtemps, j'ai un collègue qui était au Sénégal, dans une mine de... Je ne sais plus quel minerai c'était pas du phosphore, mais bref, bon, une mine qui a complètement détruit toute une collectivité, qui a tout brûlé, etc., qui est utilisée pour des intérêts français, pour une entreprise française. Et aujourd'hui, on a vraiment ce néocolonialisme économique où on a des entreprises souvent subventionnées par des États occidentaux, ou en tout cas avec des capitaux qui peuvent venir d'États ou d'organisations occidentales, qui viennent faire exactement la même chose, donc du néocolonialisme avec accaparement des ressources, destruction des écosystèmes, destruction des équilibres économiques
locales aussi, parce qu'on peut avoir des systèmes, des organisations économiques encore plus perverses où on va exporter des produits de très mauvaise qualité français. Je pense à l'agriculture, moi je bosse pas mal sur l'agriculture et j'ai pas le temps d'en parler, mais c'est vraiment notre système agricole est conçu pour produire des choses de très mauvaise qualité qu'on exporte dans des pays qui les rachètent moins cher et ça détruit complètement les équilibres locaux. Enfin bref, il y a plein de problématiques là-dessous et ça doit vraiment être pensé d'un point de vue d'organisation politique et de jeu de pouvoir politique, mais aussi d'un point de vue d'organisation économique. Et pour nous rappeler à cette réalité, il n'y a qu'une seule solution, c'est de discuter réellement avec des personnes concernées. En tant qu'étudiant à Sciences Po, on fait miroiter pas mal d'opportunités professionnelles qui sont intéressantes d'un point de vue de salaire et de prestige. Or, certaines carrières appartiennent pour moi à des modèles qui sont incohérents face à l'urgence climatique qui est la nôtre. Est-ce que c'est aussi une forme un peu de dissonance à laquelle vous avez pu être confronté vous dans vos études au moment de vos choix de carrière? Et qu'est-ce que vous pourriez répondre à des personnes qui considèrent le fait de tourner le dos à des postes très intéressants dans des multinationales comme un sacrifice? Je veux bien répondre là-dessus, après je te laisserai. Je ne peux pas vous donner une réponse globale, je peux vous parler de mon expérience personnelle. Moi j'ai travaillé pendant 10 ans dans le privé, j'ai fait Sciences Po, j'étais embauchée dans une boîte, j'avais un très très bon salaire, j'avais un très bon poste et j'ai choisi de faire une bifurcation de carrière, comme on dit aujourd'hui, vers les métiers plutôt liés à la transition écologique. J'ai perdu 50% de mon salaire. Donc c'est un choix important. Je veux dire, moi, par ailleurs, je viens d'un milieu très modeste, donc c'était assez difficile, par exemple, à expliquer à mes parents que j'allais renoncer à un CDI, à un beau poste, à un très bon salaire, beaucoup plus que eux ont eu dans toute leur vie, pour aller faire des trucs d'écolo, payer 2 fois moins. Vraiment, c'était un combat intellectuel et social important. Si je regarde le passé, c'était pas quelque chose de facile. Après, si je me retourne vers l'avenir, moi j'ai des neveux, j'ai des cousins-cousines qui sont petits, qui sont enfants, et en fait, je me vois pas dans 10 ans ou dans 20 ans leur dire « Ah, désolé, mais j'avais envie de me payer un week-end à Marrakech, donc j'ai pas fait l'effort, quoi. » Vraiment, c'est un de mes drivers, un des trucs qui me motive au quotidien, c'est de me dire, moi j'ai envie de pouvoir regarder dans quelques années des plus jeunes que moi et dire, j'ai fait ce qui était dans ma capacité d'action. Après, je suis pas non plus... chacun peut faire ce qui lui est possible, ce qui lui est souhaitable, ce qui lui est envisageable, mais je pense que c'est plutôt en se tournant vers l'avenir, en se projetant c'est pas facile, mais à 5, 10, 20 ans, et se dire où est-ce que je peux agir pour avoir un monde dans lequel j'ai envie de vivre demain. En fait, moi, dans 20 ans, j'ai pas envie de vivre dans un monde où j'ai gagné plein de thunes, mais en même temps, il y a des canicules 9 mois par an, il y a des gens qui sont en train de mourir parce qu'il y a des famines qui sont partout exacerbées à cause du réchauffement climatique, etc. etc. Donc, c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de vivre, donc c'est pas le monde dans lequel j'ai envie de contribuer, donc je vais contribuer au monde auquel je crois. Merci. Alors, je ne sais pas non plus si j'ai une réponse satisfaisante à cette question, mais en tous les cas, je pense qu'il y a quelque chose de très fort dans le fait d'avoir des personnes qui ont votre âge, donc qui sont au début, qui vont commencer leur carrière professionnelle, prendre la parole publiquement et dire en fait nous, c'est pas ça le succès. On ne considère pas que ce soit ça, d'avoir réussi dans la vie, que de se retrouver à avoir un poste de direction dans une entreprise climaticide et gagner plein de thunes, voilà. Parce que ça participe à la déconstruction de cet imaginaire dont on parle aujourd'hui, qui est un des gros blocages. Parce qu'on n'a pas de blocage technique aujourd'hui, on n'a pas de blocage de solution pratique pour empêcher la crise climatique. On a
deux choses qui nous empêchent. Un, il y a des entreprises et des personnes qui ont intérêt à ce qu'on ne sorte pas de ce système parce qu'ils en profitent. Et deux, on a des imaginaires collectifs très puissants qui font que beaucoup de gens veulent atteindre ça parce qu'ils considèrent que c'est ça le succès. Et ça, c'est nos représentations collectives de ce que c'est une vie réussie, une vie qui valait la peine d'être vécue, etc. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose de très fort dans le fait de le visibiliser parce que ça permet à votre génération, mais aussi à la génération qui vient, aux personnes qui sont aujourd'hui au lycée, de se projeter, de se dire en fait, le truc cool demain, c'est pas ça. Le truc cool, ma vie réussie, c'est de pouvoir contribuer à ce qu'on garde une planète vivable. Et je pense que ça, moi, c'est un truc qui n'existait pas quand j'étais au lycée. Moi, j'ai toujours eu ce truc, je veux changer le monde et tout. Bon, ok. Donc, j'ai pas fait le truc que tu as fait voilà. Mais je sais pas d'où ça me venait, mais en tout cas, il n'y avait pas du tout ça. Il n'y avait pas du tout, quand j'étais au lycée ou même à Sciences Po, cette idée très forte que il fallait absolument changer de système de production, etc. Parce que sinon, on allait tous crever. Il n'y avait pas ça. Et donc, moi, beaucoup des personnes avec qui j'ai étudié à Sciences Po, pas toutes, hein, mais beaucoup ont fait le truc classique, qui ont pris des postes, machin, et donc participent à un système qui détruit la planète. Et donc je pense que c'est très très fort, parce que ça permet de changer l'imaginaire des personnes qui sont aujourd'hui pas encore au moment où on va choisir sa carrière, mais qui peuvent se projeter dans une idée de réussite qui ne soit pas celle qu'on en a toujours inculquée, qui est qu'en gros, réussir sa vie, c'est gagner beaucoup d'argent, participer à la croissance, à la croissance du PIB, parce que c'est ça qui est super. Et la deuxième chose, c'est que... oui, moi aussi, ce que tu dis, ça me parle beaucoup. Moi, la raison pour laquelle... En fait, moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et nièces, et en fait, donc, qui ont entre 3 et 8 ans. Et en fait, je me dis, mais ils vont péter un câble moi, je ne sais pas quoi leur dire. C'est-à-dire qu'en fait, les questions de ma nièce de 7 ans sur mais en fait, pourquoi vous faites rien? Moi, je ne sais pas quoi, je sais pas quoi répondre. Voilà. Et donc, pour moi, quand je lui explique, en fait, moi j'essaye, tu vois, mais en fait, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Mais pourquoi il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le fait d'arrêter de détruire la planète? Mais je sais pas, j'arrive pas à répondre à cette question en fait. C'est hyper difficile. Et moi je me dis, ma nièce, mon neveu, je pourrais leur répondre quelque chose sur ce que moi j'ai fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, c'était pas ma raison quand je me suis engagée en politique. Quand je me suis engagée en politique, j'étais jeune, j'avais pas de neveu et nièce. Mais aujourd'hui, je me dis, je peux pas les regarder, eux, qui vont arriver dans 10-15 ans dans leur vie adulte, et en pensant que je participe à un système qui va détruire la possibilité d'avoir cette vie quand ils auront 20 ans. Et donc, voilà, moi je pense que c'est très fort, et que le plus de personnes qui peuvent visibiliser ça, et dire que c'est un chemin de réussite, que le succès c'est pas que le fric, ça participe à changer le monde. Conférence de clôture de la Semaine de l'Europe. Je pense qu'on peut encore les applaudir très fort. Nous, on se retrouve ici à 14h pour la remise des prix, pour savoir qui a été le mieux habillé de la semaine. Voilà, donc à ce